Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule comics, je vais vous parler de Batman Chronicles 1990, volume 1, c'est-à-dire le premier tome consacré à l'année 1990 des aventures de Batman. Pour rappel, Urban a lancé maintenant, il y a quelques années, une collection qui s'appelle Chronicles, qui est une collection patrimoniale dans laquelle on va retrouver des récits anciens, plutôt anciens, et pour la partie Batman, ils ont entrepris d'éditer toutes les aventures de Batman depuis, grosso modo, Crisis on Infinite Earth. Grosso modo, c'est la période où Dennis O'Neil a pris en charge les titres Batman. C'était au milieu des années 80, je pense que ça a dû démarrer en 86, et là, donc, nous sommes arrivés à l'année 90. Alors, j'allais dire cette intégrale. Alors, vous allez voir que probablement que je vais me gourer dans ce podcast. Régulièrement, je vais parler d'intégrale alors que ça sera Chronicles. Tellement, en fait, cette collection de Chronicles chez Urban est un petit peu le pendant de la collection intégrale chez Panini France. Le, euh, c'est un gros pavé. Alors, il est sorti au début du mois de mars, si je me souviens bien. Gros pavé. On commence à atteindre bientôt ouais, on n'est pas loin des. Attendez, je suis en train de regarder. On commence à atteindre les 600 pages. On est pas loin des 600 pages. Voilà. Donc on a presque affaire à un omnibus. 40 euros, c'est un coût. Le format est le même que d'habitude, pas de changement, hein, c'est-à-dire toujours une couverture, un format un peu comics, un peu carré, avec un papier qui n'est pas un papier glacé, une couverture souple. Alors moi, c'est ce qui me dérange le plus dans cette collection, en fait, c'est que c'est extrêmement agréable à manipuler, parce que la couverture est souple, mais malheureusement, je trouve que l'objet en lui-même est assez fragile et se détériore assez vite. Mais bon, ça, voilà, c'est un choix d'Urban. Bon, bah, on peut y revenir dessus, hein, je pourrais faire la même à chaque fois que je parlerai d'un Chronicles. Et comme d'habitude, un marque-page, enfin, comment dire, un ruban de tissu pour marquer ces pages. Comme d'habitude, même format aussi habituel, hein, c'est devenu un standard dans l'édition française maintenant, c'est couverture originale, puis ensuite épisode, le tout entrecoupé d'articles rédactionnels, pour éclairer les lecteurs sur cette période de Batman. Bon. Donc, on va faire le tour. Ça va être une capsule comics. C'est presque plus une capsule, c'est presque un parpaing comics cette fois-ci parce que il y a beaucoup à dire. C'est une intégrale qui est extrêmement intéressante et je spoil tout de suite. Je pense que ça fait partie des meilleurs Chronicles sortis jusqu'à présent sur le personnage de Batman. Et je suis pas loin de penser non plus que c'est un Chronicles qui peut servir de porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs qui n'auraient pas envie de se taper la période 86-90, qui est extrêmement intéressante. J'y reviendrai peut-être un jour. Mais là, les épisodes forment. Vous avez plusieurs sagas, ce sont des récits autocontenus. Bon, évidemment, il faut connaître un petit peu l'univers de Batman. Hein, voilà. Encore que ses origines sont rappelées, on y reviendra tout à l'heure. Et on commence à arriver dans une période que je trouve très très intéressante. On va y revenir. Je vais découper cette capsule de comics en plusieurs parties en fonction des récits justement, et puis ça va nous permettre de revenir sur chacune de ces parties. C'est très très réussi et vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer à feuilleter ensemble ce Chronicles. Avant ça, faisons le point quand même sur le sommaire, pour être très précis. Donc, ce volume 1 de l'année 90 de Batman contient donc les séries Batman 443 à 457, Detective Comics 615, ce sera le seul dans cet album, mais il fait partie en fait d'une histoire en 3 épisodes. Le Batman Annual numéro 14, Secret Origins of the World's Greatest Superheroes, Secret Origins 50 et Batman Bride of the Demon. Voilà pour le sommaire complet. Allez, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et voir ce que ça vaut tout ça, saga, récit, saga, les uns après les autres. Et on démarre tout de suite avec 2 épisodes, Batman 443 et Batman 444, qui vont mettre en scène un super vilain appelé le Cerveau, The Crime Smith en anglais. Et ce double épisode va installer en fait déjà dans cet album un fil rouge qui va durer en fait pendant tout l'album. C'est la relation entre Tim Drake et Bruce Wayne. Alors pour mémoire, hein, Tim Drake a découvert l'identité secrète de Batman. Il s'est clairement présenté à Bruce Wayne en lui disant bah, moi je veux devenir Robin. Et évidemment
évidemment, Bruce Wayne n'est pas forcément ravi d'avoir un nouveau Robin parce qu'il craint pour sa vie, il craint pour sa santé et il estime que Tim Drake n'est pas prêt malgré toutes ses qualités. Et en gros, il charge Alfred de l'entraînement du jeune Tim et il lui dit tu seras Robin quand j'estimerai que comment dire, tu mériteras, quand j'estimerai que tu mérites de devenir Robin. Autrement dit, voilà, il repousse ça au calendrier grec. Ça va être le fil rouge de tout cet album, c'est-à-dire que ça va être une histoire qui va se poursuivre tout au long de l'album jusqu'à sa fin, puisqu'il va y avoir une conclusion à ce fil rouge. Bon, évidemment, attention, spoiler, mais bon, on parle quand même d'épisodes qui datent du tout début des années 90. Tim Drake va bien finir par devenir Robin, il va forcer la main à Batman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est travaillé tout au long des épisodes et c'est très intéressant de pouvoir le lire ainsi. Bon, je parlais du Crime Smith et du cerveau, en fait c'est un type qui manipule à distance des criminels de bas niveau en leur fourguant, en fait en leur filant des plans pour aller voler des trucs, etc. Et en fait, il s'assure de la loyauté de ces criminels en leur implantant en fait une espèce de puce et ce qui lui permet en fait à distance de tuer ces criminels si ceux-ci n'obéissent pas ou bien s'ils venaient à devenir gênants. Alors ça donne lieu à des scènes quand même assez glauques quoi, où vous avez des criminels qui littéralement commencent à brûler ou à fondre sous les yeux de Batman. Et graphiquement, ça rend quand même très très bien. C'est un double épisode qui est dessiné par Jim Aparo, qui, je crois, de mémoire, et je vais vous confirmer ça tout de suite, est scénarisé par Marv Wolfman, effectivement. Et c'est une bonne entrée en matière, on va dire, dans cet album. C'est une petite histoire en 2 épisodes qui se lit bien. Deuxième saga à suivre, et cette fois-ci en 3 épisodes, puisque ça couvre les épisodes Batman 445, 446, 447. Et là, nous avons Batman qui est appelé par la police russe pour résoudre un problème. C'est que vous avez le mentor de KGBiste, un certain NKV Demon, qui s'est mis en tête en gros de buter tous les politiques russes qui ont vendu la Russie au capital. Il ne les estime plus dignes de vivre et donc ce NKV Demon décide donc de les massacrer les uns après les autres. Ils sont une dizaine et donc quand il commence à y avoir un certain nombre de Maccabées, on appelle Batman en mode tiens, ce serait peut-être bien que tu viennes nous aider parce que tu as réussi à te défaire de KGBiste, donc tu arriveras peut-être à faire quelque chose avec NKV Demon. C'est un triple épisode qui est intéressant parce qu'il montre en fait Batman dans un environnement qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui est Moscou. Donc évidemment, il y a quelque chose qui se joue de manière assez graphique, je trouve, et qui est assez intéressante. Il y a aussi autre chose d'assez amusant, c'est qu'on nous montre un Bruce Wayne donc, qui est en voyage d'affaires à Moscou, et il est toujours accompagné de gardes, entre guillemets, d'origine russe, qui sont là donc en fait pour surveiller ces déplacements. Et donc, tout le sel de l'épisode, c'est aussi de voir comment Bruce Wayne peut justifier le fait qu'il disparaisse, etc. NKV Demon, c'est un adversaire qui est assez intéressant parce qu'il est assez puissant. Il porte évidemment le symbole de la faucille et du marteau parce que sinon ça serait pas drôle. C'est un triple épisode moi que j'ai beaucoup aimé. Ça révolutionne pas évidemment les épisodes de Batman, mais c'est assez réussi, c'est rafraîchissant de le voir dans un autre environnement. Et puis c'est le retour d'un personnage qu'on avait un peu perdu de vue, qui est le personnage de Vicky Vale, qui est un personnage qui était apparu dans le film de Tim Burton, mais qui n'était pas trop revenu ces dernières années. Et là, donc, bam, elle revient. Et là aussi, c'est une espèce de petit fil rouge. On va la retrouver régulièrement dans certains épisodes de cet album. Et voilà, alors je suis en train de le feuilleter. On a tout un passage où il y a du hockey sur glace, hein, parce que forcément, l'équipe russe à cette époque-là est très performante. Donc c'est un chouette épisode, rafraîchissant. On n'évite pas évidemment certains clichés sur la Russie. On n'évite pas non plus le côté je suis américain, je vais sauver les Russes. Bon, c'est un peu le jeu, hein, ma pauvre Lucette, malheureusement, dans les comics à l'époque. Ça manque peut-être de subtilité, mais en tout cas, c'est particulièrement agréable à lire. Vous voyez, on est déjà arrivé à 5 épisodes et nous embrayons sur encore une saga, cette fois-ci de mémoire en 3 épisodes, qui est l'affaire du pingouin. Ce qui est intéressant avec l'affaire du pingouin, c'est que c'est le retour du personnage du pingouin.
Alors, c'est dans cette histoire, en fait, le pingouin a trouvé un moyen de contrôler à distance tout ce qui est oiseau. Et il utilise les oiseaux, en fait, pour ses actions criminelles. Et il a bien l'intention de vendre à d'autres criminels ce système de contrôle des oiseaux, parce que quelque part, c'est un bon moyen pour les criminels de pouvoir voler, tuer, etc., etc. Euh, il a aussi enlevé une actrice. Alors c'est rigolo parce que il est tombé amoureux d'une actrice qui s'appelle Aigrette, je crois. En fait, il l'enlève parce qu'il est amoureux du personnage qu'elle incarne dans une série télé. Et il veut en faire son épouse, sauf qu'elle, évidemment, elle ne veut pas du tout. Et puis, c'est aussi un épisode qui remet en avant un certain personnage, un Harold, un personnage bossu, qui cache bien son jeu parce qu'en fait, il est extrêmement high-tech, ce mec, c'est-à-dire il manipule très très bien tout ce qui est haute technologie, informatique, etc. Alors le pingouin le trompe, puisque le pingouin, entre guillemets, lui fait miroiter monts et merveilles, mais en réalité, il a bien l'intention de dessouder le pauvre Harold. Et vous avez un rédactionnel qui d'ailleurs revient sur la carrière de ce personnage, de ce Harold, et c'est particulièrement réussi. Donc si vous avez aimé Les Oiseaux de Hitchcock, c'est aussi un chouette petit hommage. On a des scènes d'agression animale avec des oiseaux qui attaquent des humains, qui attaquent Batman. Voilà, c'est encore une fois assez réussi. C'est un petit peu moins bon que les épisodes précédents. Cependant, alors ce sont les épisodes que je ne dise pas de bêtises, Batman 448, Detective Comics 615 et puis Batman 449. Alors au dessin, on a Jim Aparo pour le premier, Norm Breyfogle qui était à cette époque-là sur Detective Comics et puis Mark Bright sur le troisième épisode de cette saga avec Marv Wolfman, Alan Grant au scénario qui pilote ces trois épisodes donc complémentaires. C'est une chouette saga, moi j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. C'est aussi le retour du pingouin et c'est aussi une des choses que l'on va retrouver dans cet album un petit peu particulier. Parce qu'en effet, jusqu'à présent, on avait surtout des personnages des vilains notamment, qui étaient de nouveaux personnages. Et là, Alan Grant commence à utiliser des personnages un peu plus anciens, donc le pingouin, on l'a vu. Et dans la saga suivante, là c'est Marv Wolfman et Jim Aparo, qui vont utiliser un autre personnage très très connu, évidemment, des lecteurs de Batman, puisque c'est le Joker, ils vont l'utiliser d'une certaine manière. Je vais y revenir. Et puis par la suite, dans l'album, on a Double Face, qui va occuper une place très importante. Et puis, dans la seconde partie de cet album, on aura parmi les super vilains très très connus, je vais en garder un peut-être pour tout à l'heure, on a le Sphinx, on a Ra's al Ghul, on a comment dire, l'épouvantail. Donc on voit, on commence à faire revenir des personnages de vilains iconiques qui avaient été mis un peu de côté, et là, ils reviennent. Alors justement, il revient, c'est le Joker. Enfin, il revient, mais pas tout à fait. Dans Batman 450, donc toujours scénarisé par Marv Wolfman avec Jim Aparo au dessin, et Batman 451 avec les mêmes aux commandes, on a un double épisode où on a le sentiment que le Joker va revenir. En effet, le Joker semble revenir à Gotham, sauf que ce Joker, Jim Gordon, alors il a les crocs parce que, évidemment, nous sortons de Killing Joke et il a quand même blessé rudement sa fille. Et Jim Gordon ne veut qu'une chose, c'est se venger du Joker. Et d'ailleurs, c'est intéressant hein, parce que pour ceux qui pensent que Killing Joke d'Alan Moore, c'est un truc qui est hors continuité, je lis de temps en temps certains commentaires sur les forums ou sur les réseaux sociaux, où certains pensent que Killing Joke, ça a été quelque chose qui était hors continuité. En fait, c'est pas hors continuité parce qu'il y est fait clairement référence, par exemple, dans ce double épisode, avec carrément une reprise des cases, des dessins de Killing Joke à certains moments. Donc clairement, c'est incrusté dans la continuité. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça que c'est voulu. Alors, ce Joker, est-ce que c'est réellement le Joker? Non, parce qu'en fait, il y a anguille sous roche. Ce n'est pas le Joker. C'est un type, j'ai oublié son nom, c'est un dirigeant d'entreprise richissime, qui en fait se dit je vais profiter de la notoriété du Joker, de son côté complètement fou, pour faire du pognon.
c'est-à-dire je vais endosser son identité, me faire passer pour un taré, et je vais pouvoir voler les riches fortunes en toute discrétion. Et évidemment, le Joker, le vrai, lui, est pas tout à fait d'accord avec ce plan-là, et il va revenir aussi dans l'équation, ce qui va permettre à Marv Wolfman et Jim Aparo de revisiter d'une certaine manière Killing Joke et les origines du Joker, puisque bah, évidemment ils vont se rendre dans une usine avec des produits chimiques, etc. etc. Donc c'est un épisode qui est très intéressant. Enfin moi je l'ai dévoré. Je me souvenais plus du tout de cette histoire, mais rien que l'idée de voir le Joker se faire en fait prendre son identité par un type qui allait dans l'ongle. J'ai trouvé que l'idée était très intéressante. En plus, l'exécution de l'épisode est très réussie. Donc, il n'y avait vraiment aucune raison de ne pas apprécier cet épisode. Donc, ça donnait le ton, puisque nous avons juste après le Batman Annual numéro 14, l'annuel de l'année 90, alors qui est un très gros épisode. Hein. Il fait plus de 50 pages. C'est un vrai pavé. C'est scénarisé par Andrew Elfer et c'est dessiné par Chris Sprouse, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi là complètement oublié cet annual. Alors c'est un annual entièrement dédié à Double Face. On revient en fait sur la carrière d'Harvey Dent, comment Harvey Dent est devenu Double Face, comment il a vrillé, pour quelles raisons, dans quelles circonstances, et c'est particulièrement bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est une des meilleures histoires de Double Face que j'ai pu lire, même dans les récentes, etc., etc. Le dessin de Chris Sprouse fonctionne très bien, c'est très propre. De temps en temps, ça me fait penser à du Chris Bacalo, euh, et c'est très très chouette. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, et la conclusion elle est atroce quoi. Enfin, en plus d'être assez gore, je trouve, même s'il n'y a pas trop de sang, mais clairement ça aurait pu être bien pire. Mais il y a quelque chose d'épouvantable dans la toute dernière scène que j'ignorais totalement sur le personnage de Double Face, vraiment fortement recommandé. Et puis se pose aussi la question, parce que alors j'ai pas raconté l'histoire, mais l'histoire c'est que vous avez un type qui tue des personnes âgées dans des EHPAD, et ce type en fait, il est arrêté, il annonce clairement à Batman et à Gordon que oui c'est moi. Sauf qu'il ne l'annonce qu'à Batman et à Gordon, donc bah, c'est difficile de l'appréhender. Harvey Dent fait tout pour essayer de le mettre sous les verrous, mais ça va pas se passer comme ça, et ça va vriller très sévèrement. Non, c'est vraiment un très très chouette épisode, assez sombre, vraiment très conseillé. Allez, on a dépassé la moitié de l'album. Vous voyez, j'en suis déjà à 17 minutes. Quand j'avais dit que ce serait un parpaing comics, c'est pas une capsule comics, j'avais pas tout à fait tort. On est sur Secret Origins. Alors, Secret Origins, c'est quoi? C'est un épisode, en fait, dessiné par Dick Giordano, un dessinateur très connu chez DC Comics, et scénarisé par Dennis O'Neil, donc le grand Manitou des séries Batman à l'époque. Et cet épisode, il est intéressant parce que il fait en quelque sorte une espèce de condensé des origines de Batman. En une vingtaine de pages, on nous réexplique. Alors, c'est peut-être pas une vingtaine de pages d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus court, une quinzaine de pages. On nous réexplique les origines de Batman, on nous explique l'histoire de la chauve-souris dans la grotte, on nous refait la scène des parents de Batman assassinés dans Crime Alley. On a le même graphisme que dans Year One, publié quelques années plus tôt. Donc c'est là, quelque sorte, l'officialisation que Year One, c'est bien canon, il n'y a pas de problème. On nous montre Bruce Wayne à la fac en train d'essayer de faire des études, mais qui finit qu'il comprend que c'est pas sa place. On a le passage où il va voir des moines Shaolin du côté de l'Himalaya. Il rencontre Ducard, qui est un criminel français. On a la fameuse scène de la chauve-souris qui vient percuter la verrière et qui donne l'idée à Bruce Wayne de prendre le costume de Batman. Bref, on a tous les éléments importants qui seront plus tard repris dans le film de Christopher Nolan, Batman Begins. Et c'est même validé dans les rédactionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire qui a fortement servi pour Batman Begins, et quand on le lit, ça semble évident. Ce qu'il y avait d'intéressant, je pense, à l'époque, c'était de permettre de faire le point pour les personnes qui n'avaient pas suivi les grosses sagas, genre Year One, ce genre de trucs, de pouvoir remettre à plat pour découvrir ce personnage.
On a un petit épisode un peu particulier, toujours un Secret Origins 50, qui est, alors il est particulier parce que c'est Dennis O'Neill qui est au scénario et George Pérez au dessin, sauf que ce n'est pas une bande dessinée, c'est un roman avec des illustrations. Alors quand je dis un roman, c'est plus une nouvelle. C'est qu'on revisite la mort des parents de Dick Grayson et comment Batman a approché le jeune Dick pour en faire Robin. Alors c'est intéressant, c'est pas ultime. Moi, je suis pas trop fan de ces, on va dire, novélisations. Je trouve que bon, je l'ai lu, c'est peut-être ce qu'il y a de moins bien dans ce Chronicle. C'est pas inintéressant, hein, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas du comics, quoi. On est plus dans de la littérature, mais c'est loin d'être inintéressant. Ensuite, on arrive à un des beaux gros morceaux comment dire, de ce Chronicles. On arrive sur la saga Batman Dark Knight Dark City, qui est scénarisée par Peter Milligan. Alors, c'est une saga en... Alors, attendez que je feuillette, oui, parce que c'est un petit pavé quand même. C'est une saga en, je pense, en 3 ou 4 parties. Je pense que c'est 3 parties. C'est extrêmement intéressant. Peter Milligan au scénario, Kyron Dwyer au dessin. Euh, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est nous avons le Sphinx qui refait surface et qui confronte Batman à une série d'énigmes. Il a enlevé en fait 4 bébés et le Sphinx, pour permettre à Batman de retrouver ses bébés, il l'oblige à résoudre des énigmes assez tordues. Je ne vais pas vous expliquer la raison de ces énigmes, mais en tout cas, sachez que c'est lié à des événements qui ont eu lieu bien bien longtemps avant, puisque nous avons des flashbacks réguliers au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et là, ça devient intéressant. À la fin du XVIIIe siècle, on apprend que à Gotham, il y avait un groupe d'occultistes, de bourgeois occultistes, qui ont voulu invoquer un démon, le démon chauve-souris, qui est le démon Barbatos. Ça a foiré. Alors, ils étaient dans une ferme, au sous-sol d'une ferme, et ça a foiré au point qu'ils se sont tous enfuis. Ils ont scellé comment dire, la cave dans le sous-sol de cette ferme, et ils se sont barrés en mode, il y a bien quelqu'un un jour qui résoudra le problème. Et là où c'est intéressant, c'est que cette cave, cette ferme, eh bien, il y a une planche qui est super dans cette histoire, où on voit, ça y est, je l'ai devant moi, où on voit ces occultistes se barrer, comment dire, à toutes jambes, et puis on voit l'évolution au fil des années, c'est-à-dire que cette ferme, d'abord, elle est totalement abandonnée, puis ensuite, elle est rénovée, puis ensuite, il y a d'autres bâtiments à côté, et on comprend en fait que Gotham a été construit sur ce souterrain qui renferme ce démon chauve-souris. Ce démon chauve-souris, c'est Barbatos. Alors, si vous avez lu le run de Grant Morrison d'il y a quelques années maintenant, ou si vous avez lu les épisodes de Scott Snyder sur Metal et Dark Metal, Barbatos, ça vous dit forcément quelque chose. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a en fait l'origine, le point zéro de ce Barbatos. Il apparaît à ce moment-là, et c'est vraiment particulièrement amusant. Il y a une petite ambiance comme ça, un petit peu Lovecraftienne dans ce côté, on invoque des démons, on se barre en courant parce qu'on n'arrive pas à les contrôler. Et tout ça est lié dans le dernier épisode. C'est-à-dire que vous allez comprendre, je ne spoil pas, mais on comprend à la fin pourquoi Batman se retrouve manipulé par le Sphinx, que veut faire le Sphinx, et le rôle de Barbatos là-dedans. Et ça me fait penser, quand j'ai lu ces épisodes, alors je les avais complètement oubliés, je les avais lus il y a 20 ans, mais voilà, vu le nombre de comics qu'on lit, parfois il arrive qu'on oublie, puis je me fais vieux aussi un petit peu. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ces épisodes, je trouve, c'est que euh, euh, d'abord, il y a un côté sombre qui est totalement assumé, quoi. On a quand même à un moment donné Batman qui se bat contre des espèces de zombies dans un cimetière. On a un passage, moi, qui m'a énormément surpris. Enfin, on a Batman recouvert de sang. Il est dans une banque de sang et tout explose autour de lui. Il a donc sa cape et son masque qui sont complètement couverts de sang. C'est gore, quoi. Enfin, c'est très surprenant. Alors, c'est gore sans l'être totalement. C'est-à-dire que c'est pas totalement sombre ni quoi que ce soit, mais vous avez vraiment des cases où vous avez ce Batman complètement couvert de sang. Donc ça joue avec les codes de l'horreur, ça joue très bien. Peter Milligan est très très bon. Et puis on a ce démon Barbatos qui apparaît et qui va avoir une importance des années plus tard. Et donc on a le point zéro de ce que fera Grant Morrison et Scott Snyder par la suite. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 bon. C'est le point d'orgue de cet album. Si vraiment il vous fallait une raison supplémentaire de vous lancer,
Voilà, c'est ça. Les dessins de Kieron Dwyer sont très réussis. Vraiment, ça vaut le coup. On enchaîne. J'en dis pas plus parce que je veux pas trop spoiler, mais vraiment lisez-le, quoi. C'est vraiment très bien. Alors, le dernier élément, et je spoil pas, hein. Souvenez-vous quand Straczynski arrive sur Spider-Man, il bouleverse totalement Spider-Man en soumettant l'idée que Spider-Man pourrait être en fait l'incarnation d'un totem, d'une espèce de totem araignée. Et ben, il y a un peu de cette idée-là aussi dans cet épisode de Dark Knight, Dark City. C'est-à-dire que Batman ait pris l'apparence d'une chauve-souris, c'est peut-être pas totalement un hasard. Et dans les épisodes qui suivent, on n'en parlera plus. Mais en tout cas, des graines sont semées pour la suite, et c'est quand même vachement bien. Allez, la suite, moi, je suis content parce que il y a ma redécouverte de ces derniers temps, c'est Norm Breyfogle qui arrive sur Batman avec Alan Grant pour une saga qui s'appelle Crise d'identité, Identity Crisis, comme quoi chez Urban on sait bien réutiliser les noms, hein, parce il y aura plus tard, des décennies plus tard, une saga intitulée Identity Crisis. Donc là, c'est Batman qui se retrouve confronté à des vilains un peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils se recouvrent d'un masque en forme de crâne. En fait, c'est une espèce de masque en tissu où on a tracé juste rapidement et sommairement deux yeux noirs, un nez noir et une dentition de squelette. Et des gens comme vous et moi, alors au début ça démarre par une petite vieille, porte ce masque et commence à tuer des gens. Alors du coup, Batman, il est quand même un peu emmerdé parce que, bah, a priori, ces personnes qui tuent n'ont pas le profil de tueur et donc il va devoir remonter la piste vers, évidemment, je l'ai dit, l'épouvantail qui signe aussi son grand retour. C'est aussi, on parlait tout à l'heure de Vicky Vale, elle revient dans cet épisode. Et Batman est quand même bien mis à mal dans ce triple épisode, dans ce triple épisode. Et c'est là donc que c'est dans cet épisode que Tim Drake va venir le tirer du pétrin et Batman va le juger comme étant suffisamment méritant pour devenir Robin. Et donc c'est la fin de ce fil rouge de est-ce que Tim Drake va devenir Robin. Norm Breyfogle, il est vraiment bien adapté à ces épisodes parce que c'est l'épouvantail qui est derrière tout ça. Et donc, il y a des scènes où on a des scènes un peu psychédéliques, puisque l'épouvantail utilise des produits pour faire voir des trucs, etc. Et Breyfogle, il excelle vraiment dans ces moments-là. Donc, ça permet de clore, alors pas tout à fait parce qu'il nous reste encore un gros morceau, mais en tout cas, les épisodes de séries régulières. Alors, il y a quand même un petit problème. Je parlais tout à l'heure de défaut dans ce Chronicle. C'est que sur cette fin d'album, on apprend, en fait, on nous spoil. Alors, évidemment, c'est pas un spoiler parce qu'on le sait depuis longtemps maintenant. Hein, ça fait ça fait 35 ans que ces épisodes ont été publiés. Les parents de Tim Drake sont morts, sauf qu'on ne le voit pas dans ce Chronicle, et ça ne sera que dans le Chronicle suivant qu'on aura l'explication de la mort des parents de Tim Drake, sauf que là, clairement, les parents sont morts, et on nous dit, bah, vous découvrirez la mort des parents de Tim Drake dans le volume 2 de cette année 90. Bah, c'est un peu dommage, là, Urban. Alors, je sais pas pour quelle raison ils n'ont pas pu le faire, mais c'est dommage qu'ils aient pas pu intégrer dans la chronologie le décès des parents de Tim Drake, puis ensuite l'enterrement des parents de Tim Drake, parce que là, ça fait un peu con. Moi, je me suis retrouvé en pleine lecture, je fais ah ouais, ah bon, d'accord. Bon, c'est un peu dommage. Voilà, je trouve que éditorialement, il y a peut-être quelque chose de plus élégant à mettre en place et de plus intéressant à mettre en place que simplement ce renvoi au tome 2, mais on comprendra peut-être mieux dans le tome 2. Je sais pas quand est-ce que sortira le volume 2. Évidemment, ils y ont probablement pensé, je pense, et qu'il doit y avoir une impossibilité, mais c'est juste dommage qu'ils n'aient pas pu le faire. Dernière partie de ce gros Chronicles, c'est la saga Bride of the Demon de Mike Barr et Tom Greenberg. Alors ça fait partie de ces récits assez gros, hein. Il y a énormément de pages. On est presque sur un récit qui frôle les 100 pages. C'est un format un peu de luxe. Avec une colorisation un petit peu plus poussée, un peu plus travaillée des planches. Tom Greenberg qui singe un peu le style de Neil Adams, et pour cause, et Mike Barr qui écrit en fait une espèce de blockbuster. Alors je l'abordais de manière un peu
Genre, oh là, il va falloir se fader ce truc-là, alors que les épisodes précédents étaient vraiment très bons. Et en fait, je me suis surpris à me prendre au jeu. Alors, c'est intéressant parce que c'est évidemment le retour de Ra's al Ghul, c'est évidemment le retour de Talia al Ghul. Elle affiche qu'elle n'en a plus rien à faire de Bruce Wayne, sauf que, spoiler, si, elle l'aime toujours. Ra's al Ghul, il a un plan de conquête de la Terre qui est assez, assez je dois dire qu'il est assez ambitieux. Je vais pas totalement spoiler, mais c'est à base de puits de Lazare et autres. Alors, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, c'est un blockbuster, quoi. Enfin, c'est presque un James Bond, c'est-à-dire qu'on a un méchant dans une base perdu dans les glaces avec des hommes de main, un scientifique comment j'allais dire James Bond, non pas James Bond, Batman qui débarque là-dedans. À la fin, tout va exploser, il faut s'enfuir. Enfin, c'est assez rocambolesque, assez par moments. Ça s'éloigne un petit peu du ton des épisodes précédents, mais moi j'ai marché. Bah, d'abord parce que j'aime beaucoup James Bond, et puis j'ai marché parce que je trouve que les dessins sont intéressants. Le scénario fonctionne plutôt bien. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est au début des années 90 et on a dans l'épisode carrément un diaporama qui nous explique l'effet de serre et que l'écologie, attention, faut faire attention à la planète, etc. Je trouve ça amusant de voir qu'ils essayaient de poser des bases d'une certaine conscience écologique dans des épisodes de Batman. C'est vraiment bien bien foutu. Il y a des moments un petit peu what the fuck, hein, quand même, quand Batman se déguise en civil mais qu'il garde son costume de Batman sous son déguisement, on a un peu de mal à imaginer qu'on puisse se déguiser en civil en ayant un costume avec une cape et les oreilles de Batman qui dépassent. Bon, faut quand même faire preuve quand même d'une certaine suspension d'incrédulité assez forte. On a aussi un passage complètement what the fuck avec dans la Batcave qui se fait envahir par Ra's al Ghul. Alors c'est un chouette moment, hein. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, mais il y a un moment quand même où vous savez dans la Batcave vous avez une énorme pièce, une énorme pièce de monnaie. Et là, vous avez cette scène hallucinante où Tim Drake est debout sur la pièce qui est elle-même debout et il la fait tourner en courant dessus. Et il se fait tirer dessus par les hommes de main de Ra's al Ghul, mais bon, c'est comme les Stormtroopers, hein, ils savent pas tirer, donc ils ne font que tirer sur la pièce en question. Mais c'est quand même un petit peu what the fuck, quoi, comme passage. Mais j'ai quand même bien aimé et ça clôt. Alors je vais peut-être pas dire en beauté, mais ça clôt bien ce gros gros pavé qu'est le Batman Chronicles 1990, volume 1. C'est le deuxième Chronicles qu'il y a cette année. Il y avait déjà eu un Superman au mois de février. J'essaierai de revenir dessus quand je l'aurai terminé. Je suis en train de le lire. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection en commentaire. Ce que vous avez pensé si vous l'avez lu de ce Chronicle. Comment dire, ce que vous avez aussi pensé des autres Chronicles. Si vous êtes d'accord avec moi sur le façonnage et le côté un peu. Moi, je trouve que je reviens dessus, mais je trouve que les albums vieillissent mal en fait. Ces albums-là vieillissent mal dans les librairies. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu anciens, je les trouve toujours dans des états qui sont un peu lamentables. Alors c'est vrai que je suis assez exigeant, j'aime bien avoir des trucs très très propres et pas cornés, pas abîmés. Et donc du coup, moi je les achète day one, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je les achète dès leur sortie. Limite si je suis pas à l'ouverture de la librairie pour leur demander d'aller chercher en réserve le bouquin parce que je veux avoir un truc le plus propre possible. Vous êtes peut-être comme moi, dites-le moi en commentaire. Mais c'est vrai que au début, je les avais pas achetés, j'ai récupéré en fait au fur et à mesure les Chronicles de Batman, et c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai récupérés, mais oh là là, faut voir l'état dans lequel c'était vendu, parce que le problème c'est que certains les libraires ne peuvent pas surveiller tous les rayons, et vous avez des clients qui sont pas forcément très précautionneux, et ils les reposent, ils sont comment dire, l'album n'a pas de tenue, et ben l'album plie, enfin c'est pas qu'il plie, c'est qu'il prend une forme un peu courbée. Et moi, bah ouais, quand je mets 40 balles, j'ai quand même envie d'avoir un truc qui soit en bon état, quoi. Donc c'est vraiment dommage que cette collection. Et pourtant, et je le dis, hein, la manipulation est super agréable. Voilà, c'est un peu tout le paradoxe. Mais de toute manière, on ne changera pas ce façonnage-là. C'est un choix d'Urban et je pense qu'ils iront jusqu'au bout avec ce système-là. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, achetez-les quasiment jour 1 ou réservez-les dans vos librairies. Comme ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir quelque chose qui tienne la route en termes de qualité. Si, comme moi, vous attachez une grande importance à l'état de vos bouquins. Voilà, c'était une petite aparté. On en est quand même à plus d'une demi-heure pour une capsule comics. J'ai tout explosé. Euh, voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster ce Chronicles qui est proprement excellent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules comics qui, promis, seront beaucoup plus courtes.
Salut les copains, lisez des comics, partagez-les, à très bientôt.